Alors, avant de dire ce qu'est l'égalité des chances, je voudrais simplement rappeler que les problèmes de justice sociale, d'inégalité se posent dans les sociétés, principalement dans les sociétés où on considère que les hommes naissent libres et égaux. C'est un postulat, c'est une conviction, une croyance. Voilà. Les hommes naissent libres et égaux. Alors, à partir de là, on a effectivement des problèmes, puisque dans la vie sociale, on n'est pas libre et on n'est pas égaux. Bon. Et donc, il faut trouver des théories de la justice qui rendent compatible l'affirmation selon laquelle on est libre et égaux et le fait qu'on vive dans des inégalités sociales, donc à la fois pour critiquer les inégalités, mais en même temps pour les justifier. Voilà. Quand on discute inégalité, on est à la fois dans la critique des inégalités, mais généralement, on est assez favorable aux inégalités qui nous arrangent. Bon, donc, on va trouver des arguments pour justifier des inégalités. Alors, au lendemain de la Révolution française, je vais très très vite, il y a eu deux grandes conceptions qui se sont détachées. La première, c'est ce que j'appellerais l'égalité sociale, c'est-à-dire que pour dire les choses très grossièrement, dans les sociétés européennes, les sociétés industrielles à l'époque, on va considérer que la justice sociale consiste à réduire les inégalités entre les positions sociales, faire que les pauvres soient moins pauvres grâce à la redistribution sociale, aux impôts progressifs, à l'imposition de l'héritage. Quand j'entends aujourd'hui des candidats dire qu'ils sont contre les droits de succession, je veux dire, ils nous ramènent à l'Ancien Régime, très, 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 très vite là-dessus. Bon. Mais grosso modo, c'est ce qu'on appelle le socialisme, la gauche, le communisme, les syndicats. Et ça a assez bien marché, d'ailleurs, pendant, je dirais, 50 ans. Les inégalités sociales ont été très fortement réduites. Les pauvres ont été moins pauvres, trop pauvres, mais moins pauvres. Et les riches, très riches, mais quand même moins riches qu'ils n'auraient pu l'être. Voilà. C'était ça, le grand modèle de justice sociale dans lequel j'ai été élevé d'une certaine façon, et l'école républicaine fonctionnait comme ça, l'école du peuple, l'école de la bourgeoisie, le petit lycée, l'école élémentaire. Seuls quelques enfants particulièrement doués de l'école populaire pouvaient aller au collège, et s'ils étaient encore plus doués, ils allaient au lycée, mais ils n'étaient pas très nombreux. Pour l'essentiel, on était dans sa position. La justice sociale, c'était la réduction des inégalités de position sociale. L'autre modèle, qui est aussi fort, consiste à dire si les hommes naissent libres et égaux, il faut qu'ils aient tous les mêmes chances d'accéder à toutes les positions sociales. Bon. Ce n'est pas exactement le même modèle de justice, c'est l'égalité des chances. La société juste, c'est celle dans laquelle chacun, au départ, doit avoir les mêmes chances d'atteindre des positions inégales que tous les autres. C'est le mythe américain, si vous voulez. Au départ, on est tous à égalité et que le meilleur gagne. Bon. Alors, ce qu'on doit constater, c'est que le vieux modèle réduction des inégalités sociales a incontestablement un coup dans l'aile. Il est de moins en moins présent. Je ne vais pas avoir une discussion désagréable sur le succès massif des candidats de gauche aux élections qui se préparent. Voilà. L'autre modèle, c'est de dire, au fond, la justice, c'est comme la compétition sportive. On entre dans le stade et dès lors que le meilleur gagne. Et si le meilleur gagne, il prend la prime. Et l'autre qui a perdu, il regarde, tant pis pour lui, il n'avait qu'à gagner. Voilà, d'une certaine façon, c'est ça le modèle. Dans le premier modèle, on va être sensible à l'exploitation des travailleurs. Il faut rendre aux travailleurs la richesse qui leur a été volée parce qu'ils sont exploités. Dans l'autre modèle, l'obsession qu'on a, c'est les discriminations. Ce n'est pas l'exploitation, c'est les discriminations, c'est-à-dire les obstacles à la réelle égalité des chances. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans l'égalité des chances. C'est le modèle absolument dominant. On ne parle que discrimination, que inégalité. On regarde le recrutement des grandes écoles, des petites écoles, etc., des élites. Bon, on est dans ce modèle de justice. Alors, ce modèle de justice, il est incontestable. Dès lors que nous sommes libres et égaux, on a le droit d'entrer à l'ENA. Voilà. On a le droit de livrer le match
sans être discriminés à égalité. Et bien évidemment, dans nos sociétés, c'est à l'école, pour l'essentiel, qu'on a confié ce job. Hein, on a dit, on va arrêter d'avoir l'école du peuple, l'école de la bourgeoisie, tout le monde va dans la même école, hein, tout le monde rentre dans le même collège, dans la même école, et que le meilleur gagne. Alors, c'est comme le tournoi de Roland-Garros. Il y a un premier tour en troisième, un deuxième tour en seconde, un troisième tour au bac, un quatrième tour à l'entrée à la fac, etc., etc. Et à la fin, évidemment, ce qu'on constate, c'est que ceux qui gagnent, c'est toujours les mêmes, et que ceux qui perdent, c'est presque toujours les mêmes. Voilà. Donc, c'est quand même, aujourd'hui, on est quand même dans un état d'assez forte déception, on peut dire. Alors, quand je dis c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est en moyenne, hein, c'est jamais au niveau des individus. Alors, c'est un peu compliqué statistiquement, s'il y a une question, je préciserai. Hein, mais voilà, dans l'ensemble, c'est les mêmes qui gagnent, et dans l'ensemble, c'est les mêmes qui perdent. Alors, évidemment, la question, c'est pourquoi ? L'école est gratuite, les enseignants sont les mêmes. On devrait avoir une redistribution des individus. Or, c'est le b.a.-ba des sciences sociales. Eh bien, non, parce que les petites inégalités sociales, les petites inégalités culturelles vont jouer un rôle décisif dans les carrières scolaires. Chacun le sait pour ses propres enfants et pour ses propres petits-enfants. Il faut apprendre à lire tôt, bien, se coucher de bonne heure, utiliser la double négation, toutes ces petites choses qui font que vous tombez du bon côté ou vous tombez du mauvais côté. Et ça vaut dans tous les pays. Aucun pays ne réalise l'égalité des chances, mais ce que l'on sait maintenant, c'est que la France est particulièrement reproductrice, c'est-à-dire que la France est un pays dans lequel l'égalité des chances scolaires est particulièrement faible. Voilà, c'est une énigme, puisqu'on a un système centralisé, le même partout, et cependant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas beaucoup. Il y a 1000 explications là-dessus. Je ne vais pas insister, mais vous les connaissez toutes. Je vais dans ce collège-là, c'est mieux que dans ce collège-là. J'ai cette institutrice-là, c'est mieux que... Pardon, cette professeure des écoles-là, c'est mieux que cette professeure des écoles-là. Ma famille a telles habitudes culturelles, c'est mieux que celle-là d'autres habitudes culturelles. Et à la fin, vous rentrez à l'école normale supérieure ou vous allez dans un lycée professionnel où vous n'avez jamais choisi d'aller. Voilà. Ça se fait comme ça, par un mécanisme, alors qu'il faut bien comprendre qu'un mécanisme d'agrégation de petites inégalités. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inégalité des chances se produit par un phénomène de distillation fractionnée. C'est-à-dire que, imaginez que vous ayez deux catégories d'élèves, les bourgeois, on va dire, pour faire simple, et les populaires, pour faire simple. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça, hein, mais pour raisonner, c'est plus commode. Et imaginez que les bourgeois, chaque fois qu'ils réussissent un examen, ils soient reçus dans 80% des cas et les autres dans 50% des cas. L'écart n'est pas énorme. C'est une inégalité de 1,6. Ce n'est pas considérable comme inégalité. 80% des chances et 50%. Mais si vous avez 5 épreuves sélectives, je vous laisse faire le petit calcul de niveau CM2, hein, vous faites entrer 100 élèves bourgeois, il vous en reste 80, 80 de 80, 64, 80% de 64, 50 à peu près, 80% de 50, 40, 80% de 40, 32 au bout de 5 épreuves sélectives. Prenez les élèves populaires, il vous en reste 50, 25, 12,5, 6,25, 3,12. L'écart en 5 épreuves est passé de la petite inégalité de départ, elle est passée de 1,6 à 10. Voilà. Ça ne suppose pas que les profs soient méchants, ça ne suppose pas que personne ait de la mauvaise volonté, ça suppose qu'une petite inégalité se réplique plusieurs fois. Et quand on dit d'ailleurs il faut allonger le temps des études, ben, on a peut-être raison, mais on va en rajouter une couche. Ce qui fait que quand vous regardez le recrutement de Polytechnique, de l'ENA, des grandes écoles, de Normal Sup, etc., grosso modo, il y a
8 fois plus d'étudiants aujourd'hui que dans les années 60, mais le recrutement des grandes écoles est le même, et le recrutement des élèves qui échouent est le même. Ça n'a pas bougé, mais ça ne s'est pas fait de la même façon. Voilà. Donc ça, c'est un problème qu'il faut regarder en face, parce que c'est un peu désagréable. Il suffit qu'il y ait des petites inégalités au départ pour qu'elles s'agrègent et elles se multiplient. Deuxième explication, c'est que plus vous êtes dans une école de masse, plus les parents, alors pas vous, évidemment, mais plus les parents ont intérêt à optimiser les inégalités scolaires de leurs enfants. Bon, je veux dire que quand vous avez un repas avec des amis, au hors-d'œuvre, vous dénoncez les inégalités scolaires, mais au plat de résistance, vous dites comment tu as fait pour mettre tes gamins dans le meilleur collège avec la meilleure langue rare, etc., etc. Pourquoi ? Parce que plus les diplômes ont d'importance dans la vie sociale, plus, évidemment, la valeur d'un diplôme n'est qu'une valeur relative. Si tout le monde a le diplôme, il ne vaut rien. Ce qu'il faut, c'est des diplômes rares. C'est ceux qui font la différence. Donc, d'une certaine manière, chacun d'entre nous, qui est en principe favorable à l'égalité des chances, moi le premier, en pratique, on est un peu plus ambigu. Voilà. Pour dire les choses simplement. Alors, donc pour les autres, oui, mais pour nous... Non, mais bien sûr, les autres sont des salauds, pas nous. Mais comme nous sommes les autres des autres, vous voyez, on est quand même devant un problème. Bon. Alors, à Royan, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans une grande ville, évidemment, le choix du collège est décisif. Tu fais allemand ou tu fais anglais, c'est décisif, etc., etc., etc. Et chacun va produire les inégalités qu'il condamne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors ça, c'est la première famille de difficultés de l'égalité des chances. C'est que c'est un modèle de justice qui est peut-être pas plus commode à réaliser que le vieux modèle qui consistait à dire « je paye mieux les ouvriers et les patrons seront un peu moins riches ». Voilà. C'est pas évident de réaliser l'égalité des chances. Voilà. Il faut bien le savoir. Donc, on est face à un modèle, de mon point de vue, incontestable. On a tous le droit d'accéder à toutes les positions sociales. Ceci dit, ce n'est pas facile à faire, notamment quand les catégories sociales qui bénéficient de l'égalité des chances ne vont pas manifester un esprit sportif particulièrement prononcé. Choisiront le latin, le privé, enfin, le quartier, etc., qui font qu'on va quand même se débrouiller pour s'en tirer le mieux possible. Ça, c'est évidemment la première difficulté. Et puis, il y a une deuxième famille de difficultés de l'égalité des chances, c'est que ce modèle de justice qui est juste, en principe, peut avoir des conséquences parfaitement injustes. Ça, c'est un problème, d'une certaine manière, un peu plus excitant. Voilà. Imaginez que l'égalité des chances marche parfaitement, que ça marche. C'est-à-dire que l'enfant de la cité où a été tourné le film qu'on a vu tout à l'heure et l'enfant d'un couple du 6e arrondissement parisien les mêmes chances de réussir à l'école. Imaginez ça, il faut faire un gros effort, mais imaginons-le. Eh bien, on n'est pas sûr que ça va créer un monde juste. Pourquoi ? Parce que si la compétition est très équitable, les vainqueurs peuvent dire « je ne dois mon succès qu'à moi-même ». Après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai travaillé, je le mérite. Sauf que si vous affirmez que les vainqueurs ne doivent leur succès qu'à eux-mêmes, vous affirmez nécessairement que les vaincus ne doivent leur échec qu'à eux-mêmes. Et plus les sociétés croient à l'égalité des chances, plus les inégalités sociales sont fortes. Ça se comprend. Après tout, dans le monde du sport que vous connaissez bien, Federer a gagné le tournoi, personne ne conteste la prime qu'il empoche. Il n'a pas triché. Alors on s'en fout, c'est du tennis. Mais dans la vraie vie, c'est un problème. Donc, la première question qui se pose avec l'égalité des chances, c'est de dire, c'est pas simplement de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde ait les mêmes chances de réussir, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de dire qu'est-ce qu'on doit aux vaincus qui existeront fatalement dans une compétition d'égalité des chances. Qu'est-ce qu'on doit aux vaincus ?
imaginez que les vainqueurs empochent toute la mise, ce qui est le cas dans certaines sociétés. Les vaincus peuvent crever et en plus, ils le méritent. Je signale d'ailleurs que quand les vaincus ont le sentiment de le mériter, ils se vengent. Je ferme la parenthèse. Ils détestent les élites, les intelligents, les prétentieux, et ils occupent les ronds-points et autres. Bon. En disant, ils nous méprisent. Au fond, ils nous disent que c'est de notre faute, ce qui nous arrive. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bien. Donc, c'est un modèle qui est d'une formidable cruauté, d'une certaine façon, parce que, en même temps qu'il est incontestable, il peut être une forme de darwinisme social, c'est-à-dire la compétition est juste, le meilleur gagne, c'est la lutte pour la vie. Allons-y gaiement. D'où la nécessité de se poser une question qu'on ne se pose pas assez, à mon avis, à l'école. Ce n'est pas simplement comment faire pour que les enfants du quartier populaire de Royan puissent accéder à la classe prépa. C'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'y accéderont pas? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui auront échoué et qui seront fatalement plus nombreux et qui ne seront pas contents et qui se vengeront et qui seront comme les petites racailles du film qu'on a vu, moitié sympathique, moitié moins sympathique. Bon. Donc ça, c'est une question tout à fait considérable qui fait que tout ce thème, il faut lutter pour l'égalité des chances contre les discriminations, etc., est parfaitement incontestable. Je suis à fond pour. Mais je ne pense pas une seconde qu'il nous amène nécessairement vers un monde plus apaisé et plus juste. Je crains même que ce modèle incontestable que j'approuve, etc., nous conduise vers un monde un peu plus dur, d'une certaine façon, que le nôtre. Puis la deuxième question qui est au cœur du film qu'on a vu, c'est qu'au fond, en France, de manière particulièrement prononcée, on a confié à l'école la tâche de définir le mérite d'un individu. Voilà, on dit, c'est l'école qui définit la valeur d'un individu. C'est l'école on trouve juste que le diplôme définisse le salaire. Et même, d'ailleurs, on se bat comme des chiens pour avoir les meilleurs diplômes parce qu'ils sont des sortes de rentes. J'ai fait la très grande école, c'est une rente. Alors ça pose une question tout à fait bête, c'est est-ce qu'on peut réduire le mérite d'un individu à ses compétences scolaires? Alors moi qui suis prof, évidemment je le crois, bien sûr. Mais quand ma voiture est en panne, je suis très content que le garagiste qui n'a aucun mérite scolaire soit quand même capable de faire ce que je suis absolument incapable de faire. Pendant le confinement de l'année dernière, j'étais très content que les derniers de la classe ramassent les poubelles, tiennent les caisses de supermarché, conduisent les camions, etc., alors qu'ils n'ont quand même pas beaucoup de mérite. Alors que les premiers de la classe, eux, c'était plutôt planté, d'une certaine façon. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, et je vais m'arrêter là pour qu'on discute, c'est de dire, bien sûr, il faut accomplir l'égalité des chances, mais il faut, en même temps qu'on vise à l'accomplir, assumer les effets négatifs de l'égalité des chances. Autrement dit, plus on l'accomplit et plus on rentre dans un monde juste, de ce point de vue-là, plus on déploie des inégalités, des violences et des injustices dont qu'il faut bien prendre en charge. Qu'est-ce qu'on doit aux moins bons des élèves? Qu'est-ce qu'on doit aux moins compétents des travailleurs? Qu'est-ce qu'on doit? Est-ce que le mérite d'un individu, c'est simplement son mérite scolaire? Je vais donner un exemple pour bien me faire comprendre. Si on mesure, les sociologues sont des maniaques des calculs, des tests, des statistiques, etc. Bon, c'est un petit travers professionnel, mais il n'est pas complètement inutile. Si vous mesurez les compétences scolaires entre un médecin et une aide-soignante, c'est gigantesque. Bon, je veux dire 15 ans d'études d'un côté contre 0 de l'autre, etc. Donc, vous pouvez dire les inégalités de revenus se justifient pleinement du point de vue du mérite scolaire. Si vous mesurez les compétences professionnelles en actes dans l'hôpital, ce qu'on fait vraiment, ce qu'on sait faire vraiment,
il y a de très grandes inégalités entre le médecin et l'aide-soignante, mais elles sont beaucoup plus faibles que les inégalités scolaires. C'est-à-dire que l'aide-soignante a beaucoup plus de compétences que ne le suppose son niveau scolaire, et le médecin ne mobilise pas en permanence les compétences extraordinairement sophistiquées qu'il a développées à l'école. Donc, d'une certaine façon, l'école va justifier, je ne sais pas si je me fais comprendre, va justifier d'inégalités qui, dans la vraie vie sociale, sont peut-être pas si nécessaires et si importantes que ça. Alors, pourquoi je m'intéresse à ces affaires-là? Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, les vieillards de mon âge, pour dire les choses, voient bien qu'en l'espace de 50 ans, on a changé de conception de la justice. Il y a 50 ans, il y avait des patrons, des ouvriers, des exploiteurs, des exploités, un État-providence, des syndicats, des luttes sociales, l'espoir de réduire les inégalités. Il faut payer les impôts, il faut faire marcher l'État-providence, il faut... etc. Alors, ça n'a pas été formidable, mais quand même. Quand j'entends un type qui se prénomme Éric dire que les années 60, c'était le paradis, il déconne. Dur. Les conditions de travail dans les usines, etc., c'était quand même pas terrible. Les inégalités hommes-femmes étaient incroyables par rapport à aujourd'hui, etc., etc. On a quitté ce modèle de justice et on entre dans un modèle de justice aujourd'hui qui est égalité des chances, égalité des chances, égalité des chances. Et on ne voit plus les inégalités sociales qu'en termes de discrimination. Si vous lisez la presse, si vous lisez les livres, si vous regardez la télé, les inégalités qui nous scandalisent, c'est uniquement les discriminations. L'autre jour, je discutais avec des lycéens, je leur parlais ils devaient me parler des inégalités. Ils n'ont parlé que des inégalités réelles entre les hommes et les femmes, entre les immigrés et les non-immigrés. Aucun d'entre eux n'a parlé des inégalités entre le travailleur et son patron. Ça a quasiment disparu de leur univers mental. On ne voit plus les inégalités que comme des discriminations. Alors ça pose évidemment un tas de problèmes, parce que la fraternité de tous les travailleurs, la solidarité, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, c'est pas simple à réaliser, mais alors la fraternité de tous les discriminés, je peux vous dire que c'est même pas la peine d'y penser. Parce qu'il y a une concurrence des discriminés entre eux. Plus discriminé que moi, tu meurs. Donc, on est quand même devant un modèle de justice auquel on ne peut pas ne pas adhérer. Il est incontestable, on a tous le droit de réussir. Et en même temps, ce modèle est rempli, de mon point de vue, de paradoxes, qui fait que nous devrions, si nous étions sages, viser à son accomplissement, mais ne pas oublier le vieux machin, le vieux modèle qui consiste à dire que la société vivable, c'est quand même la société dans laquelle les inégalités sociales sont le plus faibles possible. Et pas simplement la société dans laquelle l'égalité des chances serait pleinement accomplie. Voilà. Ce qui vaut pour une compétition. Moi, j'adore le sport. Je trouve que c'est formidable la compétition sportive parce que c'est une sorte de dramaturgie toujours renouveler l'égalité des chances, mais je ne suis pas sûr que je voudrais vivre dans une société qui ressemble au championnat de France de football. Voilà. Sans compter le niveau de moralité des types en question. Bon. Donc, voilà ce que j'essaie de dire. Alors, c'est peut-être un peu comme ça, un peu abstrait. C'est très difficile à mettre en place. Très difficile. Et quand c'est mis en place, ce n'est pas évident que ça ait tant de résultats aussi formidablement positifs qu'on l'imagine. Vous m'avez demandé de ne pas être trop long, j'espère que je n'ai pas abusé. Non, il n'y a pas de souci. Je rebondirai simplement sur 2-3 idées. La première, c'est qu'effectivement, chez les jeunes, aujourd'hui, la représentation des années 60, ce sont les 30 glorieuses, plein emploi, etc. Et effectivement, c'est quelque chose qui est véhiculé systématiquement. Première idée. Deuxième idée, j'aimerais connaître un petit peu votre point de vue par rapport à l'égalité des chances et la démocratisation de l'enseignement supérieur notamment. Et troisième chose, ça va vous revenir. Donc, oui, troisième chose, effectivement, c'est le fait que il faut prendre la voie royale avec les diplômes universitaires
plutôt que la voie qui est la voie de rattrapage avec le travail manuel. Et notamment, je ne parle pas des compagnons, mais je parle de l'ensemble de cette voie qui est une voie de savoir-faire et qui donc est en contradiction avec la voie, l'autre côté des diplômes, de savoir. Alors, ce que vous dites est vrai de plusieurs points de vue. D'abord, sur le plan historique, l'égalité des chances a assez bien marché pendant une période historique extrêmement courte, dont je suis bénéficiaire, je l'avoue à ma grande honte. C'est le début de la massification scolaire dans les années 60, quand on commence à multiplier le nombre de diplômes, mais que la multiplication du nombre d'emplois qualifiés est plus forte que celle du nombre de diplômes qu'on produit. Autrement dit, dans les années 60, on ouvre les portes du lycée, on multiplie le nombre de bacheliers, mais la valeur du bac augmente, parce que le marché du travail tire vers le haut. Pour employer une métaphore, on produit plus de monnaie et elle ne se dévalue pas. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, évidemment, on est dans une situation complètement inverse, puisqu'il faut de plus en plus de diplômes pour obtenir un métier, un job, un bien social qui n'a pas bougé. D'où le sentiment d'ailleurs de déclassement. En réalité, on ne se déclasse pas tellement, mais nos enfants doivent avoir plus de diplômes pour obtenir la même position sociale que nous. Alors, ce mythe des années 60 continue à fonctionner. Souvent, on dit, il n'y a qu'à produire de plus en plus de diplômes, ça va marcher. Non, ça crée une dévaluation mécanique des diplômes et une compétition accrue dans le monde scolaire. Deuxième observation, plus vous massifiez un système, plus vous le diversifiez. Alors, c'est une sorte de loi que les sociologues appellent la loi de la division du travail. C'est-à-dire que, au fond, dans les années 60, vous avez une filière professionnelle, 2 bacs, 3 bacs généraux, maths, sciences, philo, très peu de hiérarchie, et grosso modo, les bacs se valent. Bon. Aujourd'hui, évidemment, vous avez des dizaines de formules de bac. Avec la réforme Blanquer, il n'y a même plus de formule de bac, puisque chaque élève fait son propre bac, d'une certaine façon, et toutes les petites différences deviennent décisives. Tu as une mention, tu n'as pas de mention, tu l'as passé où, tu as fait telle langue, tel machin, tel truc. Et donc, plus le système se massifie, plus il se hiérarchise, plus il se diversifie. Je ne sais pas si... au fond, c'est comme le marché des voitures. Hein. Jusqu'aux années 50, la France est divisée entre 15% des gens qui ont des voitures et 85% des gens qui n'en ont pas. Et la qualité de la voiture qu'on a n'est pas très importante. Aujourd'hui, tout le monde a une voiture. Et tout le monde est prêt à se ruiner pour avoir une voiture qui ne soit pas celle de son voisin. Voilà. C'est-à-dire que ça s'est démocratisé et ça s'est hiérarchisé et ça s'est compliqué. Alors ça, dans le système scolaire, évidemment, c'est un mécanisme qui fonctionne... les grandes écoles, les petites moyennes grandes écoles, les bacs avec mention, les bacs sans mention, les lycées machin, les trucs, les licences ci, les licences ça. Chacun va se définir par des petites inégalités décisives dans le système. Et puis la troisième chose, c'est la caractéristique française. Alors ça, c'est une singularité française. C'est que la France est un pays à la fois ultra-élitiste et démocratique. Bon, c'est comme ça. Si ça vous intéresse, il y a des livres d'histoire qui racontent comment ça s'est passé. C'est-à-dire que nous sommes convaincus qu'il faut produire des élites qui sauveront la nation. Les grandes écoles, les académies, les savants, enfin, etc. Nous en sommes convaincus. Chaque fois que vous touchez les grandes écoles, on vous dit la France ne s'en remettra pas. C'est foutu, on va tous crever. Donc on a cette conception élitiste, mais en même temps, on est convaincu, parce qu'on est quand même égalitariste, que tout le monde a le droit d'accéder à l'élite. Donc, au fond, on va dans l'école, je caricature, hein, s'il y a des enseignants qui m'excusent, on va juger les élèves de la valeur des élèves en fonction de la distance qui les sépare de l'élite. Hein? Si vous faites
le bac machin, je vais donner un exemple pour les profs. Si vous avez le CAPES, ce n'est pas que vous avez le CAPES, c'est que vous n'avez pas l'agrég. Je me fais comprendre? Bon. Si vous avez fait Centrale, ce n'est pas que vous avez fait Centrale, c'est que vous avez raté Polytechnique. Si vous avez fait un bac SES, ce n'est pas que vous avez fait un bac SES, c'est que vous n'avez pas fait un bac S, etc., etc. Et donc, la France a un modèle dans lequel l'idéal de la réussite scolaire est fixé par l'élite. C'est comme si on disait, je reprends la métaphore sportive, c'est comme si on disait à des gamins qui veulent jouer au tennis, tu as le choix entre être Federer ou être nul. Dans ce cas, le gamin raisonnable dit « je ne joue pas au tennis ». Ça me paraît plus raisonnable. Bon. C'est un peu ça qu'on dit à l'école. Et on a tous intériorisé ce modèle. Donc, dès que vous touchez les programmes, on abaisse le niveau du pays. Dès que vous cassez les filières, on abaisse le niveau du pays, etc., etc. Alors, pour sortir de là, évidemment, il faut faire ce qu'on a vu dans Compagnon. C'est-à-dire dire le mérite, ça compte, le travail, ça compte, mais il faut multiplier les formes de mérite. Il faut arrêter d'identifier le mérite à sa seule figure ultra-scolaire de l'excellence scolaire. Il faut que les gamins ne soient pas orientés uniquement par leur niveau d'incompétence. Hein, si vous prenez, alors, je caricature un peu, mais conseil de classe de fin de troisième, tu es à peu près bon, tu vas en général, tu es quand même pas très bon, tu vas en techno, tu es vraiment nul, tu dégages. Voilà. Alors, c'est plus comme ça, je sais bien, mais quand même, quand on regarde les statistiques, ça reste massivement comme ça. Donc, vous avez un système, au fond, de choix négatifs. Et quand on regarde les enquêtes internationales, qui sont extrêmement bien faites là-dessus, les élèves français sont de tous les élèves ceux qui ont le moins confiance en eux. Les élèves français considèrent qu'ils sont nuls, la plupart d'entre eux, parce qu'ils savent qu'ils sont jugés à partir d'une norme qu'il faut qu'ils sont nuls, qu'ils ne sont pas assez bons. Parce qu'on va il y avait un collègue qui avait appelé ça la constante fatale. Je ne sais pas si vous connaissez la constante fatale. C'est la manière qu'on avait ou qu'on a toujours de noter en France. Vous prenez n'importe quel groupe d'élèves, je veux dire une classe de première du lycée Henri IV à Paris et une classe de première du lycée Pablo Neruda en Seine-Saint-Denis, pour dire les choses. Ça, eh bien, vous leur donnez un examen, il y aura toujours un tiers de bons, un tiers de moyens, un tiers de mauvais. Toujours, toujours, toujours. On ne va pas juger des compétences des élèves, on va les hiérarchiser, les ranger, les classer. Il y a quelques années, une ministre de l'Éducation nationale, qui a été la seule, à mon avis, à être une femme, avait suggéré qu'on arrête de noter les élèves de 1 à 20. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que de noter des élèves de 1 à 20 sur une dissertation. C'est jouer au dé, quoi. Bon. Vous pouvez dire c'est bien, c'est pas bien, mais moi, j'ai passé ma vie à mettre 13,25, 13,50, parce qu'il fallait les classer. Il fallait les classer, les ranger, comme s'ils préparaient le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Or ça, c'est une maladie nationale dont il est très difficile de se défaire, parce qu'on reste persuadé que le mérite scolaire, c'est la figure essentielle du mérite. Que c'est le seul mérite incontestable. Or, quand vous regardez, d'une part, il est assez hasardeux, et puis d'autre part, la chance, le hasard, la naissance font quand même que, comme le disait l'autre, on ne mérite pas vraiment son mérite. Il n'empêche qu'on est pris dans ce modèle. Donc un des gros enjeux aujourd'hui, ce n'est pas de lutter contre le mérite scolaire, c'est de multiplier les échelles de définition du mérite pour faire que chacun ait un peu de chance de faire valoir une forme de mérite particulière. C'est pour ça que le film qu'on a vu est formidable, parce que, je ne sais pas si le metteur en scène est là, mais c'est un conte. C'est un conte. Il nous raconte comment je peux découvrir une forme de mérite dont je ne soupçonnais pas l'existence dans le compagnonnage,
Mais en réalité, c'est comme la bergère qui épouse le prince. Enfin, c'est assez rare dans le système scolaire français. Alors, je crois qu'un des efforts que nous pourrions faire, ça serait de diversifier les formes de mérite, les formes de parcours, pour qu'on ne soit plus collé à cette conception, au fond, très aristocratique du mérite, qui fait que tu es parisien, le grand lycée, la grande école, etc. Puis ensuite, tu te hiérarchises de manière de plus en plus négative. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. J'aimerais revenir quand même sur les savoirs académiques, d'une part, et les savoirs manuels. Bon, sont deux voies différentes et qui sont plutôt négatives, voire péjoratives, quand on prend la filière savoir manuel. Je pense que le problème ne se pose pas comme ça. Je pense, alors évidemment en France, vous savez que la Révolution française, c'est un truc assez ambivalent, puisque la Révolution française, ça a été l'abolition de l'aristocratie et le droit démocratique de devenir aristocrate à son tour. Je ne sais pas si je... Voilà, c'est à la fois, on ne veut plus d'aristocrates, mais chacun a le droit d'avoir une distinction aristocratique. Voilà, c'est à peu près ça qu'on pourrait dire en s'amusant. Je crois qu'il ne faut pas se poser le problème de cette manière-là. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, mais qui n'a rien à voir avec l'égalité des chances, c'est que, comment dirais-je, les capacités éducatives de l'école faiblissent. Le paradoxe que nous avons aujourd'hui, et qui n'est pas simplement français, c'est que de plus en plus d'enfants vont à l'école de plus en plus longtemps, et intellectuellement, l'école a de moins en moins d'influence sur eux. Parce que si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous le voyez bien, leur vraie vie intellectuelle se déroule assez loin de ça. Et dans une large mesure, leur rapport à l'éducation, c'est uniquement un rapport instrumental. Je travaille pour réussir de manière à m'en sortir après. C'est à peu près... On avait des enquêtes formidables, par exemple, sur les terminales S. Les terminales S, c'était des classes scientifiques de très bons élèves, dans lesquelles 2/3 d'entre eux disaient qu'ils détestaient les maths et les sciences. Voilà. Et que comme ils étaient bons, il fallait bien faire S. Voilà. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, on le voit sur l'apprentissage de la laïcité, de la culture, de l'esprit critique, ça ne marche pas tellement. Et ça ne marche en réalité que pour les très bons élèves. Alors je ne vais pas vous embêter là-dessus, mais il y a des choses très intéressantes. Si vous prenez l'électorat de 1980, 1980, grosso modo, les travailleurs, les petits fonctionnaires n'ont pas de diplôme et votent à gauche. Les autres qui ont des rentes, des terres, des héritages, qui vont plus souvent à la messe, patati, votent à droite. Bon, c'est à peu près comme ça que ça se passe. En tout cas, la droite est plus diplômée que la gauche. Aujourd'hui, vous prenez les résultats des dernières présidentielles, c'est très spectaculaire. Les très diplômés qui gagnent de l'argent avec leur diplôme, qui sont sympathiques, ils sont libéraux, ils sont antiracistes, ils veulent payer leurs impôts, ils ne sont pas homophobes, ils ne sont pas xénophobes, etc., ont voté PS, Macron, Vert. Okay. Les très diplômés qui gagnent pas tant d'argent que ça, ils sont libéraux, ils sont sympathiques, etc., mais ils détestent le capitalisme, ils ont voté Mélenchon. D'accord ? Ceux qui ont des rentes et des diplômes, ils ont voté, comme dans les romans de Balzac, ils ont voté Fillon. Et ceux qui n'ont pas de diplôme et pas de fric, ils votent extrême droite ou ils ne votent plus. Et je peux vous dire que pour la prochaine élection, ça va être la même chose à un niveau supérieur. Donc, ça veut dire que le diplôme est devenu un marqueur social extrêmement décisif, bien plus que le travail. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Autrement dit, vous avez un clivage vainqueur-vaincu.
qui est en train de se créer autour de l'école. Ce qui met en cause, évidemment, le modèle éducatif. Alors, est-ce que c'est une histoire? Je fais ce long détour pour dire que ce n'est pas qu'une histoire de travail manuel. Aujourd'hui, vous avez, pardonnez-moi de faire un peu de politique, mais c'est difficile. J'ai écouté avec attention la campagne des candidats à LR. Enfin, c'est invraisemblable. Ils vous disent examen d'entrée en 6e. Ouais. Aucun d'entre eux ne dit qu'est-ce que je fais des gosses qui ne sont pas rentrés. Je les envoie ramasser les huîtres. Enfin, qu'est-ce que je fais? C'est complètement. Aucune entreprise vous dit je vais les prendre. Parce que j'ai besoin de gamins qui ont quand même un niveau de compétence suffisamment fort. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut poser le problème autrement. Première chose, je crois qu'il faut dire qu'il y a une scolarité commune jusqu'à 16 ans qui est l'équivalent, alors je sais que ça peut choquer les enseignants, du SMIC. Qu'est-ce qui est bien dans le SMIC? C'est qu'on dit, il y a un moment où on ne peut pas vous payer en dessous de ce qu'on vous paye, même si le marché le permettrait. Il faudrait que l'école ait pour objectif de dire je fais que le plus mauvais des élèves, en quittant l'école à 16 ans, sait au moins ce qu'il doit savoir. C'est difficile à définir, mais ça veut dire que la priorité, elle n'est pas de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est de faire que tous les petits-enfants de ce pays sachent ce qu'ils doivent savoir en termes de calcul, d'orthographe, et qu'on y prenne le temps, les moyens, etc. Ensuite, je crois qu'il faut qu'on aille dans une école ce que j'appelle une école du faire, F-A-I-R-E. Tout ce qu'on observe à l'école, c'est que les leçons, c'est comme à la messe, ça ne marche plus. Voilà. Vous faites une leçon sur la laïcité, les gamins écoutent, ouvrent leur portable et font autre chose, pensent à autre chose. Vous faites une leçon sur l'égalité garçon-fille, je vous garantis que le succès est formidable. Vous n'avez qu'à observer la cour de récréation dans la minute qui suit. Les garçons jouent au foot, les filles sont dans un coin, ils ne s'adressent pas la parole, y compris à la cantine. Bon. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'à l'école, de mon point de vue, les élèves fassent des choses. Il ne faut pas il faut pas simplement qu'ils aient des cours de sciences, il faut qu'ils fassent des expériences scientifiques. Autrement, vous les trouverez dans les manifs anti-vax. Je ne sais pas si, pour lesquels je n'ai pas une sympathie débordante. Bon. Si vous voulez qu'ils apprennent à écrire, il faut qu'ils écrivent. Si vous voulez qu'ils apprennent il faut qu'ils fassent des choses. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement choquant de voir que, d'une certaine manière, dans l'école... Alors ça se fait dans un tas de pays qui existent. Hein, je veux dire, les pays scandinaves, le Canada, les gamins font des choses à l'école. En France, vous faites des choses si vous êtes nul. Hein? J'avais même étudié les cours de techno, par exemple. Les cours de techno, insensiblement, sont devenus des cours théoriques. Alors ça suppose qu'il y ait des machines, ça suppose qu'il y ait des outils, ça suppose qu'on ait le temps, etc., etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, on apprend les choses en les faisant. Et de ce point de vue-là, évidemment, on pourrait amoindrir ou réduire la distance entre les apprentissages théoriques et les apprentissages pratiques. Alors, il y a quand même des réussites, il faut quand même être un peu juste. On sait, par exemple, que les formations en alternance, ça marche vachement bien. On sait que les licences pro, ça marche vachement bien. Donc, le système est tellement bloqué que, d'une certaine façon, dans ces marges, on n'est plutôt pas mauvais. Mais ce qui est dans les marges devrait passer au centre d'une certaine façon. Je pense que ce clivage qui, en France, est excessivement prononcé, n'a plus lieu d'être, mais qu'il ne s'agit pas de dire simplement « je revalorise les métiers manuels ». Il s'agit de faire que les capacités expérimentales, pratiques, actives, rentrent dans la formation. Ce qui suppose, évidemment, une révolution culturelle dans le système éducatif, puisque les enseignants ne sont pas
recrutés et fabriqués comme ça. Ce que je ne leur reproche pas, bien évidemment. Mais je crois que l'idée que l'on continue à enseigner comme on enseignait du temps de Jules Ferry, c'est pédagogiquement, ça n'a plus... Enfin, on a des enquêtes, ça ne marche plus. Ça n'a plus de... Voilà, ça n'a plus d'impact. Donc, il y a la question que vous posez, c'est plus que la question de la revalorisation des métiers manuels, c'est la question des formes d'intelligence que l'école pourrait mobiliser. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur effectivement l'alternance en licence pro et licence et master, puisque c'est une super voie actuellement qui est développée, notamment pour l'insertion professionnelle, puisque les étudiants sont à la fois dans le milieu de la vie civile et dans le milieu universitaire, ce qui fait qu'ils sont moins dans le monde des bisounours. Là, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, moi, je reviendrai à ceux qui sont en CAP, etc. C'est ceux-là qui... Ça reste encore péjoratif de faire selon mon point de vue. Mais je crains, enfin, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais je crois que l'image des CAP est en train de beaucoup se transformer, parce qu'il y a des CAP dans lesquels il est devenu aussi difficile d'entrer que dans une classe préparatoire. Je veux dire, ça dépend des jobs, des métiers, etc. Donc c'est un monde qui est en train de se recomposer. Évidemment, si vous raisonnez comme ça suppose aussi ce qu'ont toujours fait des peuples sous-développés à côté de nous, par exemple les Allemands. C'était une blague, au cas où. Bon. Les Allemands qui ont un système de compromis très fort entre leurs syndicats et le patronat. Un des avantages de ce compromis, c'est que les entreprises ont des responsabilités de formation extrêmement fortes. Donc, dans ce cas, si vous voulez former des gens, il faut aussi que ça rentre dans un modèle de formation qui soit... Je ne suis pas certain qu'il soit raisonnable de confier à l'école le monopole absolu de la formation. Je dis... D'ailleurs, on le voit bien dans le film qu'on a vu. Au fond, tous ces gamins sont des miraculés de l'école. Donc, l'idée française que vous connaissez bien, les gosses sont en surpoids, que fait l'école? Les gosses croient que la Terre est plate, que fait l'école? Les gosses... On se tourne toujours vers l'école comme dans le vieux monde, on se tournait vers l'église. Bon. Mais non, il y a un tas de choses. Moi, je pense que l'école devrait se resserrer sur ses objectifs et qu'on pourrait mobiliser bien d'autres acteurs pour former les gens. En particulier, il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux que nous parce qu'ils n'ont pas la même conception de l'agenda scolaire. En France, un bon élève, il entre à l'école à 3 ans, il la quitte à 22 et il a un boulot. S'il a redoublé, c'est dangereux. S'il dit pendant 2 ans, je fais autre chose, il est foutu. Il ne revient plus. Imaginez qu'un de vos enfants a un bac avec mention et dit « je ne supporte plus le lycée. Pendant 1 an, je vais faire autre chose ». Vous savez qu'il ne retrouvera jamais une classe prépa s'il a fait... Il a perdu son temps. Bon. Il y a des pays où on ne perd pas son temps parce que vous pouvez... Alors je donne un cas qui me plaît beaucoup, qui est le cas du Danemark. Au Danemark, quand vous avez 18 ans, on vous donne un crédit de formation de 6 années. Vous avez le droit d'avoir une aide pour faire des études pendant 6 ans, mais vous choisissez les 6 années entre 18 et 40 ans. Ce qui fait que quand vous allez dans une fac dans les pays scandinaves, quand vous allez dans une fac en France, en première année, ils ont tous 19 ans. Voilà. Quand vous allez dans une fac scandinave, il y a des gens de 35 ans, de 30 ans, de 24 ans, de 18 ans, parce qu'on revient dans les études, on repart, etc., etc. La France a un idéal scolaire qui est celui de l'élite. Tous les élèves devaient être comme des cagneux qui préparent l'école normale supérieure, ce qui est absurde. Donc on pourrait aussi détendre l'agenda scolaire. Alors ça ne crée pas un monde parfait, bien sûr, mais on cesserait peut-être d'être les champions du monde de la reproduction des inégalités sociales à l'école si on faisait des petites choses comme ça. Voilà. Je souhaite aux ministres qui voudraient les faire un succès considérable. Je vois déjà les manifs
et les tribunes dans le monde disant que la France ne s'en relèvera jamais. Mais bon, voilà. Mais c'est quand même ça. Bien, donc nous allons ouvrir le débat. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On voit absolument rien, nous. On a l'impression d'être des accusés devant la lampe que les flics leur mettent sur la tête. Donc on s'excuse, on ne voit pas du tout d'où vient la question. Bonsoir, j'aimerais savoir quelle réflexion vous avez sur le fait que vous dites que celui qui gagne en premier rafle la mise. Oui. Ce qui est vrai, puisqu'on s'aperçoit que plus les diplômes augmentent, plus il y a un niveau de revenu qui est lié à ça. Oui. Qu'en est-il pour les enseignants qui aident et qui forment les gens à devenir l'élite, qui, eux, voient régulièrement leur niveau de revenu diminuer? Comment vous analysez ça? D'abord, je pense, étant enseignant moi-même, que les enseignants ne sont pas assez bien payés. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les enseignants n'ont jamais été bien payés. Ils ne sont pas plus mal payés aujourd'hui qu'hier. Un instituteur de village était quelqu'un qui avait un prestige considérable et un salaire minable. Mais il avait un prestige considérable parce qu'il était, à la fois, il incarnait la République et la culture dans un village ou une ville où les gens n'avaient pas fait d'études et ils étaient impressionnés. Bon. Aujourd'hui, quand vous dites je suis prof, les gens vous disent il n'y a pas de saut métier. Parce que tout le monde, évidemment, grâce à l'école, tout le monde a atteint des diplômes et n'imaginez plus qu'on va impressionner les gens en leur disant j'ai fait des études, puisque tout le monde en fait. Donc, de ce côté-là, ce que je veux dire, c'est que les profs ne sont pas assez payés, sans doute, mais le phénomène de déclassement, c'est un déclassement, pardonnez-moi, symbolique. C'est-à-dire que c'est le prestige, voilà, de la profession dans l'ordre des professions décline mécaniquement, puisque le fait d'avoir Bac+3, Bac+4 qui vous distinguez des autres, vous distingue de moins en moins. D'autant plus que les vraies élites, elles, ont passé des concours beaucoup plus difficiles, etc., etc., etc. Donc, de ce côté-là, d'ailleurs, j'évoquais le vote de Mélenchon, c'est très typique de ce point de vue-là. Au fond, j'ai des diplômes, mais ils ne sont pas reconnus économiquement, ils ne sont pas sanctionnés. Donc, à la fois, j'adhère aux valeurs libérales. Libéral, c'est un mot positif sur l'ensemble de la planète, sauf en France, je le signale. Libéral, dans tous les pays du monde, ça veut dire de gauche, sympa, payant ses impôts, pas raciste, etc. Mais évidemment, il n'y a pas l'argent qui va avec, donc il y a cette espèce de mélange d'un anticapitalisme et d'un attachement aux valeurs démocratiques. Mais la question qui se pose, je crois, aujourd'hui, si vous voulez, de la revalorisation, comme le dit, du salaire des enseignants, ce n'est pas simplement la revalorisation. D'ailleurs, vous avez remarqué que Madame Hidalgo, en proposant de doubler les salaires des profs, a fait un triomphe total. Bon. Je crois que la question qui se pose, qui est bien plus importante, c'est de dire l'enseignement est un métier, et un métier, ça s'apprend dans une école professionnelle comme tous les métiers. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'on est resté dans un modèle qui consiste à dire vous avez un niveau académique que vous allez convertir en capacité professionnelle au bout de quelques semaines de stage. Je crois que c'est un modèle qui ne peut plus fonctionner et que, de la même manière que quand la France a voulu avoir des ingénieurs, des médecins, des savants, elle a fait des écoles, je pense qu'il faut former les enseignants dans des écoles, mieux les payer, incontestablement, mais le métier d'enseignant retrouvera une forme d'honneur, de dignité, de prestige au niveau de sa compétence professionnelle et pas au niveau de ses titres académiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et ça, inutile de vous dire que je vois aussi le nombre de manifestants que vous avez dans les rues, là, quand vous dites ça. Mais je pense que c'est indispensable. Et on sait aujourd'hui qu'on commence à avoir de très gros problèmes de recrutement. De recrutement, ça veut dire pas de candidats qui ont le niveau, etc. De la même manière
quand j'avais 20 ans, l'idée de devenir prof de philo et d'enseigner toute la vie, pendant 40 ans, la philo, me paraissait une vie très honorable, très acceptable. Quand je pense à mes étudiants, que je leur dis, tu passes le concours, le CAPES ou la grecque de sciences sociales pour enseigner des sciences sociales en seconde pendant 40 ans, je vois des ardeurs qui se refroidissent considérablement, parce qu'on n'a plus les mêmes modèles professionnels. Donc, un des gros enjeux là-dessus, c'est de coupler une revalorisation, de mon point de vue, à une redéfinition des métiers. Et je crois que tout le monde y gagnerait, à commencer par les enseignants. Mais je ne suis pas sûr que ma réponse vous fasse plaisir. Allez-y, allez-y. Oui. Bonsoir. Donc, moi, par exemple, je suis en première. Et cette idée de notes, effectivement, de performance, de classer, ça m'était un peu étranger parce que j'ai eu la chance, pour moi, d'être dans un collège qui fonctionnait avec des compétences. Et donc, je savais qu'est-ce qui avait marché dans mon devoir. Je savais que sur cet item-là, j'étais correcte. Sur cet item-là, il me manquait des choses. Et sur cet item-là, j'avais même un peu dépassé le minimum. Et au lycée, je suis arrivée avec des notes. Et je pense que mon stress a doublé, vraiment. Parce que déjà, de un, j'avais peur de ne pas comprendre ce qui n'allait pas. Je perdais des points, mais d'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai réussi? Et cette angoisse, effectivement, d'être classée, toujours, on demandait, t'as eu quoi comme note? J'ai même découvert que sur le livret scolaire, on voyait la place qu'on avait dans la classe. Et c'est hyper angoissant, c'est hyper frustrant. Surtout que les niveaux de classe sont différents en fonction, c'est-à-dire qu'on peut avoir un 15 et une moyenne qui était à 16, alors que dans une autre classe, avoir un 15 et la moyenne du même devoir était à 10, on ne sera pas du tout valorisé de la même manière. Donc c'est très subjectif et pourtant, on a l'impression que toutes ces subjectivités-là vont définir notre parcours et notre orientation plus tard, notre métier, ce qu'on va faire dans notre vie. Alors même que quand on a des résultats bons, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire parce que est-ce qu'on a toutes les informations, est-ce qu'on voit toutes les possibilités? Et c'est aussi de se dire, est-ce que là j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne spécialité qu'il fallait avec la bonne option au bon moment pour intégrer cette école? Mais il y a aussi l'autre école et elle pense que ça aussi c'est possible. C'est un peu le schmilblick et on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Donc moi je pensais quand j'étais petite que l'école je pouvais apprendre plein de choses, que je choisirais ce que je voudrais apprendre. Et plus tard, c'était un truc qui me plairait et je continuerai. Et puis si ça ne me plaît pas, je pourrais faire autre chose en apprenant. Et là, je me découvre que j'ai l'impression que c'est un peu plus une route qu'il faut tracer et en croisant les doigts pour qu'on passe toutes les portes. Écoutez, je vous remercie pour ce témoignage parce que vous dites bien mieux que moi ce que j'essaie de raconter. Bon, je vais vous donner une anecdote. J'ai enseigné longtemps, pendant de longues périodes, j'allais enseigner au Canada ou aux États-Unis. Et je devais noter des élèves, et je les notais à la française, moi. C'est-à-dire, je fixais ma moyenne à 10, 11, et puis je faisais une courbe gaussienne. Alors, des 12, des 13, de moins en moins, un 15, un 16, un 18, et puis... et mes collègues canadiens ou américains pensaient que j'étais fou allié. Parce qu'ils me disaient, la manière de noter, c'est que si l'élève, l'étudiant, sait ce qu'il doit savoir, il a 14. S'il ne sait pas ce qu'il doit savoir, tu lui mets moins pour qu'il essaie la prochaine fois de le rattraper. Moi, français, je classais les élèves. Leur niveau de compétence ne m'intéressait pas, je les classais, du meilleur au moins bon. Et on voit bien là comment, dans les manières de noter les élèves, on a des modèles culturels. Je veux dire, c'est comme le goût pour le vin de Bordeaux. C'est vraiment, c'est dans la tête, quoi. Et ce que vous dites, moi, je crois qu'aujourd'hui, on va. C'est un modèle qui s'épuise parce qu'il ne peut fonctionner que pour les très bons élèves, au fond. Les autres se sentent paumés, stressés, etc. J'ajoute que comme
que, comme vous le décrivez, quand mes enfants arrivaient de l'école, Dieu sait si je suis un père sympathique, mais je leur posais 2 questions. Tu as eu une note? Et les autres? Ta note, je m'en fous, je veux savoir ce que vaut ta note. Elle me disait, j'ai eu 15 et les autres 12. Oh, c'est bon. J'ai eu 15 et les autres 17. Monte dans ta chambre, bosser. Voilà. Et donc, on a tout ça dans la tête. On a tout ça dans la tête, et c'est un modèle, évidemment, qui pouvait tenir quand on avait 15% d'une classe d'âge qui passait le bac, etc., mais aujourd'hui, qui n'a plus de sens. Puisque vous avez remarqué cette loi statistique étrange, plus le taux de bacheliers a augmenté, plus le taux de reçus au bac a augmenté. Donc ce qui compte, ce n'est pas d'avoir le bac. Ce qui compte, c'est les petits écarts qu'on va avoir, les notes, les mentions, les options, les filières, les trucs, les langues rares, etc. On va jouer la différence sur... ce n'est pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir une voiture, c'est sa couleur, sa cylindrée, sa marque, etc., etc. Et donc, on est dans cette obsession que vous décrivez. Et moi, je voudrais que ça cesse. Et Parcoursup, bien sûr, tend vers cela, vers une sélection selon les capacités de chaque établissement, entre autres. L'histoire Parcoursup, c'est un peu plus compliqué parce que... Alors, je ne suis pas un défenseur de Parcoursup, mais moi, j'ai bien connu l'avant Parcoursup. L'avant Parcoursup, vous étiez prof en STAPS, c'était qu'on tirait les élèves au sort. Je considère que, du point de vue des théories de la justice, là, il y a quand même un vrai problème, si je peux me permettre. De jouer son destin au dé, ça me paraît quand même un peu compliqué. La deuxième chose, c'est que vous savez très bien que vous aviez à l'université, et encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, moi j'ai connu ça dans des filières de maths, comme dire, le droit, etc. La moitié des étudiants inscrits en septembre ne passent pas l'épreuve de janvier. Donc, il faut faire attention à l'hypocrisie universitaire qui n'est pas rien, qui consiste à dire « nous sommes contre la sélection », et ceci d'autant plus que les étudiants se sélectionnent eux-mêmes. Ce n'est pas difficile d'être contre la sélection quand la moitié des étudiants, quand vous avez 300 étudiants inscrits en septembre et qu'il en reste 150 sur les bancs en janvier. Vous dites oh, le système est très injuste. Mais en attendant, vous avez 150 gamins pour lesquels la collectivité a payé les études, pour lesquels les parents ont payé les études et qui vont perdre un an. Donc, c'est assez compliqué cette histoire. Je ne suis pas un fan de Parcoursup, mais il y a bien un moment où il faut régler l'offre et la demande. Et ce qui m'a le plus gêné dans Parcoursup, je vais vous donner un exemple. Dans l'opposition à Parcoursup, ce qui m'a donné un exemple. Les étudiants de Sciences Po Bordeaux, qui sont des gens charmants, ultra sélectionnés, venaient manifester à la fac de la Victoire contre la sélection à la fac. Autrement dit, les hyper sélectionnés venaient manifester contre la sélection des autres parce que la non-sélection des étudiants d'université garantissait la valeur de leur sélection à eux. Je ne sais pas si je me fais... C'est un peu comme les gens qui auraient des propriétés qui sont contre les droits de succession. Enfin, il y a quelque chose d'un peu étrange. Donc, je ne veux pas... C'est un problème très compliqué, mais on a intérêt à le regarder d'un peu loin et sans trop d'hypocrisie sur ces trucs-là, parce que là aussi, c'est le domaine dans lequel les jugements collectifs et les pratiques personnelles n'ont à peu près aucun rapport. Ce qu'on fait et ce qu'on postule n'ont à peu près pas de lien. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on a utilisé l'allongement des études comme un mode de gestion du chômage des jeunes. Enfin bon, il faut dire les choses clairement. Voilà. Et ce n'est pas très sympa à l'égard des jeunes, je trouve. Une autre question ? Oui, s'il vous plaît. Je trouve que je suis là. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Enfin, je suis persuadée de ce que vous dites. Par contre, je trouve le tableau un peu noir et j'aurais envie de vous dire voilà, qu'on part peut-être quand même vers autre chose. Dans les évaluations, même par exemple pour Parcoursup, on parle d'autres compétences, le savoir-faire, le savoir-être.
peut-être que petit à petit, on va essayer aussi de regarder un peu plus ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui voient les choses autrement. Autour de moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont ingénieurs, qui ont des diplômes, on dit, voilà, et qui changent complètement. Il y en a un qui est parti dans la vigne, il y en a un autre qui est parti dans le bois. Je me dis que les mentalités sont en train d'évoluer. J'ai l'impression qu'on va un petit peu, lentement, très lentement, mais vers autre chose. C'est peut-être pas si noir, il y a peut-être une évolution qui est en train de se faire, peut-être aussi chez les enseignants, justement, sur ces savoir-faire, sur ces savoir-être, peut-être que ça va évoluer. Et puis, justement, ces jeunes qui voient les choses de plus en plus autrement. Je pense que vous avez raison, et moi je voudrais bien préciser les choses. Je crois que le fonctionnement que je décris n'est pas lié aux enseignants. Les enseignants sont généralement des braves gens qui font le mieux possible. Et c'est justement ça la difficulté, c'est qu'un tas de braves gens qui font le mieux possible fabriquent quand même des résultats qui ne sont pas terribles au plan collectif. Bon. Et ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux politiques, d'une certaine façon, c'est de ne pas soutenir tous ceux qui essaient de faire changer les choses là où ils sont. Moi, c'est ça qui me frappe. Moi, j'ai fait des études, par exemple, assez bébêtes sur qu'est-ce qui fait qu'un établissement marche alors qu'il ne devrait pas marcher. Bon. Alors, c'est souvent le hasard, le chef d'établissement, le CPE, une bande de profs sympas, etc., etc. Mais quand vous avez ça, vous n'avez aucun système institutionnel qui les aide. C'est de l'héroïsme. C'est de l'héroïsme. Je veux dire, vous avez une machine qui vise, au fond, à... Je me souviens que j'avais beaucoup de relations au ministère de l'Éducation, évidemment, où les gens me disaient, vous savez, c'est incroyable, on arrive à faire passer le bac à 1 million d'élèves sans perdre plus de 50 000 copies. C'est incroyable. C'est un miracle. Donc, il y a le sentiment que cette machine est tellement énorme, tellement compliquée, qu'elle s'épuise à se faire marcher elle-même. Je ne sais pas si c'est ce que c'est vrai. Mais après, on pourrait imaginer de soutenir, d'aider tous ceux qui font autre chose, etc. Et ce qui me gêne dans notre système, c'est qu'au lieu que ce soit une sorte d'encouragement et de vocation, c'est une forme d'héroïsme. On voit bien quand on étudie les équipes pédagogiques, les établissements, qu'ils se mobilisent, ils font des choses formidables, ça dure 3, 4 ans, 5 ans, et puis ils sont crevés, puis se battre contre des moulins à vent, c'est trop difficile. Donc peut-être pourrions-nous imaginer aussi d'avoir des équipes plus autonomes, des établissements plus autonomes, des systèmes plus décentralisés. Enfin, des classes moins surchargées, peut-être aussi. Ça dépend. Alors ça, je vais vous dire, ça dépend. Non, sur les classes moins surchargées, ça dépend. Parce qu'on a des enquêtes là-dessus. Si vous avez une classe moins surchargée et que vous y travaillez exactement comme dans la classe surchargée, ça ne change rien. Donc, il faut arriver à avoir des classes moins surchargées avec des enseignants qui font autre chose que ce qu'ils faisaient dans la classe surchargée. Je dis les choses assez clairement, je suppose. Voilà. Ce qui fait qu'il faut bien cibler les trucs. Voilà. Oui. On va prendre une dernière question, oui, et on va devoir s'arrêter ensuite. Excusez-moi, je suis assez d'accord avec vous, je suis moins d'accord avec mon épouse sur... je vous laisse la soirée. Oui, tout à fait. Non, je suis un peu moins optimiste également, en fait, parce que c'est un système qu'il faut changer, mais ce système, il crée les profs, il crée les nouveaux profs. Je suis aussi dans l'enseignement. Donc, et donc, on voit toujours quand même des enseignants, pas tous, beaucoup d'enseignants, qui vont dire à un élève non, ne va pas en bac pro, ne va pas en CAP, parce que tu as trop de capacités, parce que voilà. Alors que il va s'épanouir dans son domaine, il va gagner 4 fois plus parce qu'il sera plombier et puis il gagnera 4 fois plus que le prof. C'est peut-être justement ça qui embête le prof. Donc c'est un ressenti. Ouais. Vous savez, il y a une blague qui est attribuée à Condorcet, mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit. Il dit, si on veut qu'on ait
Si on veut avoir une véritable école républicaine, il faut que les enseignants ne fassent pas d'enfants. Voilà. Parce que dès que les enseignants font des enfants, ils ont des intérêts très précis dans le système éducatif, ils se reproduisent, et au fond, ils deviennent une sorte de clergé, etc. Alors, ayant épousé une enseignante, ayant des enfants enseignants, je suis très hostile à Condorcet. Mais c'est vrai que c'est un monde qui a tendance à... Il y a parfois des difficultés à voir ce qui se passe, en dehors. Alors, ceci étant dit, je ne crois pas que le véritable obstacle à un changement, ça soit le conservatisme, pour dire les choses comme ça, enseignant. Oui, il y a du conservatisme enseignant, enfin, il y a surtout un conservatisme syndical, les enseignants étant moins conservateurs que leurs syndicats. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon. Je crois que le problème, c'est qu'on est dans un jeu, l'égalité des chances, dans lequel les catégories sociales qui gagnent dans cette compétition, et dont les enseignants font partie, ne sont pas du tout favorables à ce qu'on change les règles du jeu pour qu'elles perdent les privilèges qu'elles ont. Je le dis de la manière la plus nette. Je donne un exemple. Le lycéen français coûte 30% de plus que le lycéen moyen de l'OCDE. Parce qu'il y a beaucoup de filières, beaucoup de machins, beaucoup de trucs comme ça. L'élève de l'école élémentaire française coûte 40% de moins que l'élève de l'école élémentaire de l'OCDE. Donc 25% des élèves français ne savent pas compter en entrant en sixième, etc. Imaginez un ministre qui dirait « Je prends des moyens ». Alors, évidemment, on pouvait dire « Il n'y a qu'à donner des moyens à tout le monde », mais ça, c'est sûr. Mais imaginez un ministre qui dirait « Je vais transférer une partie des moyens du lycée sur l'école élémentaire ». Je peux vous dire que c'est la lutte des classes à l'état sauvage, parce que l'intérêt des classes moyennes qui gagnent le jeu, c'est qu'il y ait beaucoup de fric au lycée et pas tellement à l'école élémentaire. Je sais pas si... L'intérêt des classes populaires, c'est qu'il y ait beaucoup de fric à l'école élémentaire, quitte à ce qu'il y en ait moins au lycée. Le problème, c'est que si vous blessez les classes moyennes en termes scolaires, vous perdez les élections, et que si vous faites une politique favorable aux classes populaires, vous ne les gagnez pas. Je vous laisse je pense que ça va être devant cette conclusion optimiste. Excellente conclusion, effectivement. Un grand merci à monsieur François Dubé, donc, qui nous a fait un grand honneur en venant à ce premier festival du film de société de Royan. Un très grand merci.